Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de l'événement. Et puis merci aussi beaucoup pour vos super interventions. Je trouve que c'est vraiment hyper important de dénoncer justement ce campisme dont tu parlais, qui est malheureusement un peu trop fréquent. Et par ailleurs, je pense que c'est très important aussi, comme vous l'avez fait toutes les deux, de vraiment mettre en avant en fait de remettre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine sur le temps long et comme tu disais le lien évident qu'il y a entre la Syrie et l'Ukraine, et même avant ça tu t'as rappelé Daria la guerre en Géorgie, et puis même avant l'invasion du 24 février 2022 il y a aussi donc la guerre du Donbass dure depuis 8 ans, et puis même avant le début de la guerre du Donbass, l'annexion de la Crimée, la guerre en Géorgie, et puis la deuxième guerre de Tchétchénie, tout ça s'est fait sous la présidence de Vladimir Poutine. Donc je pense que c'est vraiment important de rappeler le temps long. Donc voilà, moi je fais ma thèse en sciences politiques sur les combattants ukrainiens de la guerre du Donbass, et je travaille depuis 3 ans avec des personnes qui se sont engagées au début de la guerre du Donbass en 2014 dans les bataillons qu'on appelle les bataillons volontaires. Donc c'est peut-être surtout sur ça moi que je voulais revenir. Je vais essayer d'être courte, et je pense que le plus important sera le moment d'échange. Je pense il me semble en tout cas que la mobilisation à la fois armée et non armée d'ailleurs, qui a fait suite à l'invasion du 24 février, a vraiment étonné et a suscité beaucoup d'admiration chez nous. Donc peut-être je peux commencer par faire un état des lieux de l'engagement armé, puisque c'est ce que je connais le mieux. Donc les gens se sont principalement engagés soit dans l'armée aujourd'hui, depuis le début de l'invasion, dans l'armée ukrainienne, ou alors dans ce qu'on a appelé, et Daria en a parlé, les brigades de défense territoriale. Donc les brigades de défense territoriale, c'est une structure qui existe depuis 2020 et qui répondait aussi un peu, qui date en fait dans l'imaginaire des Ukrainiens et dans le désir de créer cette structure en fait aussi du début de la guerre du Donbass, où on a vu l'armée ukrainienne incapable de faire face à l'embrasement du Donbass. Donc il y avait cette vieille volonté depuis plusieurs années de créer une structure qui serait à la fois dépendante de l'État ukrainien, mais qui pourrait accueillir le désir d'engagement militaire d'une partie de la population ukrainienne. Donc ces brigades de défense territoriale, elles ont été créées en 2020. Donc l'état-major est un état-major militaire, mais elles sont composées de civils. Donc c'est-à-dire que depuis donc avant cette invasion-là, les personnes pouvaient s'engager au sein des brigades de défense territoriale, et l'État s'engageait donc à armer, à entraîner les personnes qui voulaient s'engager. Donc depuis le 1er janvier 2022, maintenant c'est une branche de l'armée ukrainienne, une branche à part, mais en tout cas ça fait partie de l'armée, et c'est donc vraiment une structure dans laquelle beaucoup de gens ont voulu s'engager depuis le début de la guerre, comme tu disais, en fait, à tel point que ces brigades qui sont organisées régionalement, donc elles sont présentes sur tout le territoire ukrainien, à tel point que certaines personnes ont été refusées en fait, parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de matériel ni de personnes pour former les nouvelles recrues. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je pense que oui, la mobilisation, elle a marqué, mais en fait, c'est important de voir que cette mobilisation massive qu'on voit depuis le 24 février et l'invasion, en fait, est en continuité directe avec 2020, avec le début de la guerre. Donc comme je disais, la guerre dure depuis 2014. Et la Russie est présente sur les territoires ukrainiens depuis 2014. Elle est présente dans 7% du territoire ukrainien, en Crimée annexée, mais aussi par l'intermédiaire des 2 républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine, puisqu'elle n'a jamais reconnu la participation à la guerre du Donbass, mais néanmoins, ça n'est plus à prouver que la Russie a soutenu militairement, économiquement et humainement aussi d'ailleurs les républiques séparatistes. Et puis peut-être encore un peu plus, c'est aussi à remettre dans la chronologie de la mobilisation du Maïdan, qui a été rebaptisée la révolution de la dignité, et d'inscrire tout ça dans quelque chose qui commence même avant même le début de la guerre, mais au moment aussi de cette mobilisation du Maïdan, qui en fait, comme on le voyait bien, alors je pense que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là pour le documentaire, mais on voit vraiment cette dimension, la question de la souveraineté et du désir de souveraineté qu'il y a par rapport à la Russie. Donc qu'est-ce que c'est ? Je voulais maintenant revenir un peu plus sur ces bataillons de volontaires dont je pense on a beaucoup parlé depuis 2014, mais pas toujours dans des termes tout à fait exact, ou en tout cas je pense que ça a nourri beaucoup de fantasmes, et ça a été aussi sujet de beaucoup de propagande, particulièrement en Russie, et ça a été beaucoup instrumentalisé par la Russie
pour justement décrire cet engagement citoyen comme étant un engagement fasciste, néo-nazi, qui en voudrait aux populations russophones de l'Est de l'Ukraine. Donc ces bataillons, en fait, donc, au moment du début de la guerre, donc, que l'on date officiellement à la mi-avril 2014, qui est la date officielle où les autorités ukrainiennes ont lancé ce qui a été appelé une opération antiterroriste. En fait, on peut la dater un peu plus tôt de la fin du mois de mars et du début du mois d'avril 2014, mais en tout cas, au moment du début de la guerre du Donbass, l'armée ukrainienne est vraiment en sous-effectif, dans un état en fait assez déplorable et vraiment incapable de faire face à l'embrasement du Donbass à l'est de l'Ukraine. Et donc il y a énormément à ce moment-là de citoyens, mais encore une fois dans la continuité de la mobilisation du Maïdan, qui est aussi d'une certaine façon une mobilisation de résistance à la Russie. Beaucoup de citoyens décident de s'engager, des personnes soit qui avaient fait leur service militaire, mais parfois des personnes il y a aussi des vétérans de la guerre d'Afghanistan, mais parfois et bien souvent des personnes qui n'avaient aucune expérience militaire, aucune expérience de la violence armée, qui n'avaient pas forcément participé aux brigades d'autodéfense qu'on a vues sur Maïdan, etc. Donc vraiment des citoyens qui décident presque du jour au lendemain de s'engager dans un engagement qui n'est pas tout à fait, pas forcément comme les autres, en tout cas, puisque c'est un engagement armé. Donc beaucoup d'ailleurs ont décidé dans un premier temps de se rendre au commissariat militaire et de s'engager dans l'armée. Mais je crois qu'à ce moment-là, d'une part, il y a une désorganisation profonde de l'armée, donc je crois qu'il y a une incapacité des autorités de l'État, des autorités militaires à en fait accueillir ce désir d'engagement massif. Et par ailleurs, je crois qu'aussi, il y a une incapacité à répondre à la détermination. C'est-à-dire que l'aspect désorganisé, l'armée en sous-effectif, et l'armée à cette époque-là n'est pas une institution qui a très bonne réputation, qui au sein de la population, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Mais du coup, le désir de s'engager et la détermination d'une partie de la population, en fait, voilà, il y a une sorte d'inadéquation entre cette désorganisation et ce désir d'engagement. Donc en fait, même certains décident de se rendre directement dans les bataillons de volontaires, certains ont avant essayé de s'engager dans l'armée. En fait, on a beaucoup, je pense, eu l'impression que c'était seulement les bataillons de volontaires qui ont combattu dans le Donbass. En fait, ils représentent à peu près un tiers des effectifs qui ont combattu dans l'est de l'Ukraine. Et la plupart des combattants de ces bataillons volontaires ont été par ailleurs démobilisés après la signature des accords de Minsk II, donc au début de l'année 2015. Donc c'est vraiment des bataillons qui ont joué un rôle très très important dans les premiers mois de la guerre et dans la première année de la guerre. Et d'ailleurs, il y a de nombreux chercheurs qui disent que l'engagement des citoyens dans la guerre et l'engagement au sein de bataillons volontaires a empêché au début de la guerre l'État ukrainien de s'effondrer complètement. Donc il y a à peu près entre 30 et 35, en tout cas c'est les chiffres que les chercheurs ont pu déterminer, en tout cas entre 30 et 35 bataillons volontaires qui sont composés en 2014, après ça a un peu changé, jusqu'à 500-600 combattants dans chaque bataillon. Mais je pense que c'est très important de rappeler que ce ne sont pas des bataillons paramilitaires, ce ne sont pas des bataillons qui ont combattu en parallèle des institutions ukrainiennes, parce que très rapidement, dès le printemps, dès les premiers mois de la guerre, la plupart des bataillons, à la fin de 2014, en fait, la plupart des bataillons sont intégrés aux structures de l'État. Donc pas forcément dans l'armée, mais au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, au sein de la brigade de la garde nationale, pardon. Donc en fait, ce ne sont pas des forces armées, contrairement à ce qu'on a très souvent dit, paramilitaires qui combattaient sans aucune collaboration, sans aucune collaboration avec les autorités de l'État. Et par ailleurs, certains bataillons ont été créés en collaboration, ont été encouragés et créés en collaboration avec les institutions de l'État. Je crois qu'il y a un élément qui est assez important aussi, c'est de voir les motivations des personnes qui ont combattu, c'est-à-dire que dans ce qui revient dans le désir d'engagement, c'est
c'est jamais en premier lieu, dans tous les entretiens que j'ai pu faire, c'est jamais en premier lieu la défense des institutions de l'État, c'est-à-dire que l'aspect institutionnel n'est pas quelque chose qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment le désir de, encore une fois, quelque chose qu'on voyait beaucoup sur le Maïdan, c'est cet engagement par le bas, cet engagement entre citoyens pour défendre le territoire, l'intégrité territoriale de l'Ukraine et pour défendre ses concitoyens. Donc il y a vraiment cette dimension d'un engagement par le bas et cette idée aussi qu'on peut être aussi soi-même l'acteur du changement. Et donc voilà, donc l'aspect idéologique et institutionnel n'est vraiment pas quelque chose qui revient, qui est le plus visible dans les raisons de l'engagement. Donc peut-être que je parlerai quand même du bataillon Azov, qui a vraiment fait l'objet d'énormément de propagande de la part de la Russie et qui a aussi nourri beaucoup de discussions qui consistaient un peu dans le but de décrédibiliser et puis de décrédibiliser l'engagement citoyen. Alors déjà, je pense qu'il faut savoir que c'est quand même un argument donc l'idée, ce serait peut-être revenir sur ce que c'est que le bataillon Azov. Donc le bataillon qui est devenu un régiment à la fin de l'année 2014 et donc un parmi ces 30-35 bataillons de volontaires qui sont nés au début de la guerre du Donbass. Effectivement, les personnes qui ont créé ce bataillon sont des militants d'extrême droite, d'ultra-droite à influence néo-nazie. Je pense que ça, c'est complètement incontestable. Ceci étant dit, je pense que c'est vraiment intéressant de voir la composition et de voir un petit peu sociologiquement qui compose ce bataillon, qui donc à la fin de l'année 2014 compte à peu près 800 personnes. En fait, je pense qu'il faut vraiment se représenter le contexte de 2014, c'est-à-dire que justement il y a un désir d'engagement qui est très fort et que plusieurs personnes cherchent à s'engager dans des bataillons volontaires. Et il se trouve que effectivement le bataillon Azov est un bataillon qui a une réputation déjà qui a eu des succès militaires très importants dans le sud-est de l'Ukraine, qui est réputé pour sa discipline, qui est réputé aussi pour sa grande ouverture, c'est-à-dire qu'ils ont recruté assez large. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées dans ce bataillon parce qu'ils pouvaient déjà s'engager, alors qu'ils n'avaient pas pu s'engager dans l'armée ou dans d'autres bataillons, et qu'ils étaient séduits aussi peut-être dans le contexte du début de la guerre, qui est aussi une guerre où les Ukrainiens veulent affirmer leur souveraineté, je crois que ce nationalisme exacerbé qui est mis en avant par les têtes pensantes du bataillon, peut séduire, pas dans son idéologie, mais dans la mise en avant de l'existence de l'Ukraine et du peuple ukrainien et du désir d'indépendance de l'Ukraine par rapport à la Russie. Et moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des personnes qui ont combattu dans Azov et on voit vraiment ça, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont absolument pas néo-nazis, qui ne sont absolument pas séduites par l'idéologie d'extrême droite, mais qui ont trouvé dans Azov, dans le bataillon Azov à ce moment-là, quelque chose qui répondait à ce désir, effectivement, nationalisme, mais dans une forme beaucoup plus modérée. Et par ailleurs, je pense que ça a été beaucoup caricaturé, peut-être qu'on reviendra là-dessus, sur la présence du bataillon Azov, c'est-à-dire le bataillon Azov serait la partie émergée de l'iceberg de toute la masse nazie et néo-nazie, et c'est vraiment l'argumentaire qui est utilisé par Vladimir Poutine a fortiori depuis l'invasion du 24 février, mais c'est un narratif qui remonte déjà depuis la révolution du Maïdan et même avant. Je crois que c'est important ou intéressant de voir comment, et tu en as parlé Daria, de voir comment ce que l'on qualifie comme étant le reflet de toute une société, comment est-ce que cette idéologie d'ultra-droite se traduit politiquement dans des échéances électorales comme les élections présidentielles ou les élections législatives. Et en fait, on voit qu'en 2014, donc aux élections qui ont suivi la destitution du président Yanukovych et donc cette révolution du Maïdan, en 2014, qui est un moment où déjà le bataillon Azov était très médiatisé, où déjà on parlait beaucoup dans la propagande russe du bataillon Azov, en fait on voit que même au début de la guerre, en fait, les partis d'extrême droite, Pravi Sektor et Svoboda, qui sont donc les plus gros partis d'extrême droite, ont eu des résultats tout à fait
maigre aux élections législatives. C'est-à-dire que je crois qu'en 2014, il y avait 3 députés d'extrême droite et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'1. Donc voilà, donc je crois que ça montre bien quand même ce contraste entre, à la fois, oui, dans le contexte de 2014, un nationalisme qui est présent dans le contexte de Maïdan et aussi dans le contexte d'une guerre. Je crois que c'est jamais, en tout cas, on ne peut pas séparer ces deux dimensions. Je crois que c'est vraiment toujours important d'analyser ces deux en parallèle. Mais voilà, ce contraste entre cette présence du nationalisme et à la fois cette présence tout à fait modérée dans les institutions à l'occasion des échéances électorales. Cette promptitude et cette capacité aussi à se mobiliser très rapidement chez les Ukrainiens et les Ukrainiennes aussi, elle est vraiment à remettre dans une continuité, c'est-à-dire que les Ukrainiens et les Ukrainiennes sont en guerre depuis 8 ans et se sentent en guerre et sont en guerre depuis 8 ans et que la guerre crée aussi des pratiques sociales, des pratiques de résistance et que là en fait c'est ça qu'on a vu encore une fois, je dirais, se réactiver au moment de l'invasion de 2022, enfin du 24 février 2022. Voilà, et je finirai par là.